Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, bonjour à toutes et à tous. Une émission un petit peu particulière aujourd'hui avec des libraires. On va parler livres comme il se doit, c'est bien avec des libraires. Et on va vous redonner un petit peu nos coups de cœur de l'année, vous donner des idées. Il reste peut-être des cadeaux à faire, hein, Gérard. Non, et puis il y a des lectures à rattraper. Il y a des lectures à rattraper, des livres où on n'est pas content du tout. On vous a donné des conseils que vous n'avez absolument pas suivis. Donc voilà. Donc on aura Christelle Ratzfeld qui est libraire à Roche-Servière. Sa librairie, c'est le livre dans la théière. Elle sera avec nous dans un instant. Ce nom, le Absolument. livre dans la théière. Et Kevin qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes libraire en région parisienne, vous êtes spécialiste de bande dessinée. On peut vous suivre, c'est comme ça que je vous ai découvert sur Twitter sous le nom du Libraire se cache. D'ailleurs, vous cachez tellement bien que vous êtes au téléphone avec nous. Et dans un instant, vous allez nous donner des conseils de BD, nous dire ce que vous avez aimé. On va commencer peut-être avec Gérard. Pour vous, le livre... Un des meilleurs de l'année, moi, c'est le bouquin de Sébastien Spitzer qui s'appelle Le cœur battant du monde chez Albin Michel, qui était, pour moi, était... Alors, cet homme, c'est un des grands écrivains français, hein, qui avait écrit un livre absolument fabuleux en livre de poche sur Magda Goebbels, qui avait vraiment été une révélation pour beaucoup de gens. Et alors là, on est au 19e siècle, c'est la révolution industrielle, il y a une jeune femme irlandaise. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, il y a une immense famine en Irlande. Elle est mariée à un jeune homme, quoi. Ouais. Et puis, elle doit partir parce qu'ils n'ont pas d'argent. Elle est enceinte. Lui, il décide de partir aux États-Unis pour financer leur couple et pour acheter un appartement après à Londres. On est en pleine révolution industrielle. Hein. Elle va débarquer à Londres et là, vous allez avoir une vision de Londres absolument apocalyptique. C'est-à-dire, c'est les filatures, c'est les gens, la pauvreté, l'East End. Enfin, c'est terrible. Et puis, cette jeune femme, elle va perdre son enfant. Elle va rencontrer un docteur et ce docteur, il va lui faire rencontrer Marx et Engels. Engels, c'est le fameux docteur. Et Marx, il a fauté avec parce qu'il était il est très partageur, hein, mais il avait fauté avec sa dame de maison, vous voyez. Donc, il a un enfant sur le dos. Il veut s'en débarrasser et elle va récupérer cet enfant. Et cet enfant, il va devenir un révolutionnaire irlandais. Mais il y a une histoire d'amour, il y a une histoire c'est vraiment comme une espèce de portrait de cette révolution industrielle à travers une femme. C'est une grande saga, c'est un grand roman d'amour, d'histoire, vous avez plein de choses dans et puis surtout vous avez un type qui écrit merveilleusement bien, ce qui n'est pas le cas maintenant de tout le monde. Je ne citerai pas encore au début de cette émission les noms, mais ça va venir à la fin, et c'est chez Albin Michel. Allez-y, c'est vraiment un incontournable. Ça s'appelle Le cœur battant du monde de Sébastien Spitzer. Effectivement, c'est un des livres qui nous ont qui nous a vraiment bousculé beaucoup cette année. Passons peut-être au BD avec vous, Kevin. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, cette année ? Alors, il y en a une, par exemple, qui a vraiment retenu mon attention. C'est pour une raison très simple, c'est qu'on nous demande souvent des bandes dessinées sur l'histoire. Alors, je sais pas pourquoi, mais notamment sur les nazis. Hein, le lecteur de BD aime beaucoup la Seconde Guerre mondiale. Ça plaît beaucoup à Gérard également. Il peut pas s'empêcher. Il y a une fois par semaine, on a au moins un livre sur la Seconde Guerre mondiale. Donc, mais dès qu'il y a une croix gammée, moi, je sais que ça augmente de 40% les ventes. C'est vrai, c'est incroyable. Oui, mais c'est incroyable. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont fanats des nazis ou parce que c'est une période de l'histoire qui les intéresse ? Je pense que ça les fascine. Oui, ils savent qu'il y aura des grands méchants et que c'est une période intéressante. Oui, c'est une période intéressante. Donc, alors, donc ça, c'est une des BD. Alors, dites-nous ce que c'est. Non, là, il n'y a pas de croix gammée, sinon ce serait un peu bizarre. Elle est sur la Révolution française, en fait. Donc, c'est une BD qui s'appelle Révolution, chez Actes Sud l'an 2, de Florent Groisel et Youn Locard. Et en fait, ils ont l'intention de faire sur 1000 pages. Donc, c'est beaucoup, 1000 pages. Hein. Tout le détail de la Révolution française. Et en fait, on est vraiment plongé en plein été 1789, en immersion totale, et on va suivre à la fois les petites gens, le clergé, on retrouve tout ça, la noblesse, mais à hauteur humaine. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression de suivre un cours d'histoire. C'est-à-dire ceux qui l'ont vécu, ceux qui... C'est ça mélange à la fois. Alors, il y a beaucoup de personnages de fiction. Hein, le but, c'est de raconter la grande histoire à partir de ces petites histoires, on va dire ça comme ça. Donc Révolution, c'est chez Actes Sud, et l'auteur
Les auteurs, en fait, ils font ça à 4 mains, ce qui est assez rare. En général, il y a un scénariste et un dessinateur, sauf que là, les deux sont scénaristes et les deux sont dessinateurs. Et ils s'appellent Florent Groisel et Youn Locard, et c'est vraiment absolument formidable. C'est très très documenté et très bien dessiné aussi. Et la couverture est magnifique, hein. On voit des pics qui se lèvent avec un bras dressé avec un revolver, c'est ça ? Absolument. Ouais. Et alors, ce qui peut faire un petit peu peur, hein, mais ça s'adresse vraiment à tout le monde, hein, qu'on soit féru d'histoire ou pas. Et moi, j'étais complètement emporté par cette histoire, et ça m'a permis aussi de mieux comprendre beaucoup de choses que j'avais pas vues en 3e, visiblement. Oui, bah, ça permet de rattraper les BD. C'est un bon truc pour. Mais je trouve que les BD prennent la place des livres d'histoire pour les ados et les jeunes adultes, parce que c'est une bonne manière de découvrir notre histoire qu'on n'apprend pas forcément avec plaisir à l'école, quoi. Qu'est-ce que vous avez bien vendu, vous, cette année? Après, je sais que vous observez beaucoup vos clients et qu'il y a tellement d'univers dans la BD que ça doit être assez compliqué peut-être de répondre à cette question. Mais est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage dans les bandes dessinées? Il y a vraiment la tendance de la BD historique, comme je disais, depuis au début des années 2000, c'était plutôt la fantaisie. On était plutôt dans cette optique-là. Et d'ailleurs, c'était toujours très supportable. Là, on revient à de l'historique, à de la SF aussi, qui science-fiction. Ouais, de la science-fiction et surtout du western. Ça depuis 7-8 ans. Il y a une recrudescence de western. Là, on a beaucoup parlé du nouveau Blueberry parce que c'est qui était assez réussi, hein, vous me disiez. Oui, moi je l'ai trouvé très bien. J'ai beau avoir un fort esprit de contradiction et il faut reconnaître qu'il est chouette. Non, ce qu'on vend très bien, nous, c'est une BD qui s'appelle Les Indes Fourbes, dont on parle beaucoup dans notre milieu en tout cas. Et moi, j'en vends plus que d'un Astérix, par exemple. Mais alors que Astérix, j'en vends quand même beaucoup. Ça reste une valeur sûre, Astérix, c'est-à-dire qu'un nouvel Astérix. Alors une valeur sûre, je sais pas, ça dépend comment. Oui, ça dépend de quel point de vue on se passe, mais en tout cas pour l'éditeur, c'est sûr. Oui. Bah nous, les gens viennent le chercher comme c'est une Madeleine de Proust en fait pour tout le monde. Ouais. C'est-à-dire qu'on le lit. Moi personnellement, je passe plutôt un bon moment avec les BD des Ferry et Conrad. Hein. Mais bon, puis on passe à autre chose après. On passe à autre chose, oui. Ça permet de financer des choses qui rapportent moins, quoi. Ouais. C'est bien, ça permet d'avoir des BD qui. Moi, j'ai pas envie. J'ai été grande fan d'Astérix et je trouve que sans Goscinny. Puis moi, quand les gens sont morts, moi. Oui, c'est ça. Oui, moi aussi, je pense aussi. Mais bon, vous voyez, c'est bon, voilà. Il y avait une deuxième BD aussi de Clyde Fans, qui est une BD américaine. Oui, alors qui s'appelle Clyde Fans, d'un auteur canadien qui s'appelle Seth. Et alors personnellement, c'est ce que j'ai lu de mieux cette année. Moi, c'est vraiment ce que j'ai préféré. Pourquoi ? Moi, personnellement, moi. Oui. Alors peut-être parce qu'il est canadien, je sais pas, et que moi je le suis à moitié. Mais c'est parce que c'est de la BD tranche de vie comme j'aime en fait. Puisque souvent dans la tranche de vie, ça a tendance à être un peu nombriliste, pas toujours très intéressant. En roman, c'est la même chose. Hein. Et là, on va suivre deux frères en fait qui s'appellent Abe et Simon Matchcard, qui sont très différents l'un de l'autre. L'un est complètement arrogant et le deuxième, c'est un grand anxieux. Et ils sont tous les deux, ils font du porte-à-porte à essayer de vendre des ventilateurs. Sauf que là, on arrive dans les années 50-60 et les climatiseurs commencent à prendre leur envol et ils ont un petit peu de mal à vendre leurs ventilateurs. Ouais, c'est ça. Et on va suivre pendant des années. Donc il y a 57, après on est à 60, je sais plus, 66 et 75 il me semble après. Mais c'est avant tout l'histoire de ces deux frères et ça mélange le parcours familial, c'est ça, ils ont été abandonnés par leur père, la mère est en train de mourir et c'est un petit peu aussi une photographie, non, de ces années entre les années 50 et 70, c'est ça ? Absolument. Ouais. Et c'est aussi ces deux frères qui cherchent à se comprendre l'un et l'autre, dont un qui va vivre complètement reclus et qui va s'occuper de sa mère justement. Ouais. Et c'est une BD vraiment sur le temps qui passe en fait. Et c'est très très difficile à faire en bande dessinée parce que ça peut être vite ennuyeux. C'est tout ce que Scott McCloud appelait l'art invisible, donc ce qui se passe entre deux cases, donc vraiment l'ellipse. Et là tout est à sa place. Alors ce qui est mieux comme dans une BD, mais la moindre case est juste, et même quand ça prend son temps, même quand il y a beaucoup de silence,
on est happé par cette histoire et qui est vraiment sur le c'est sur le temps qui passe en fait. Donc ça s'appelle Clyde Fans. Donc Clyde c'est CLYDE plus loin fans comme des fans FANS. L'auteur s'appelle Seth SETH et l'éditeur c'est chez Delcourt et c'est 500 pages absolument magistrales et il a mis 20 ans à les faire et on comprend le lisant, c'est un bonheur de lire. Il est fort Kevin parce que moi je me suis arrêté ce que je lui ai dit quand on s'est parlé avant à Lucky Luke et Astérix et il m'a donné envie de retourner de redécouvrir de la BD. Ouais, moi j'ai adoré aussi, c'est quand il parlait de BD historique, j'ai adoré une BD qui s'appelait Les Indes fourbes de Guarnido. Et que je vous le conseille parce que c'est drôle, c'est plein d'humour, c'est plein de rebondissements. Alors je suis pas spécialiste de BD, mais ça m'a bien amusé. Vous connaissez ça, Kevin? Oui, c'est celle dont je parlais juste avant où je disais que j'en vendais plus qu'un Astérix. Ah oui, c'est ça. Ouais, cette celle-là avec un dessin qui plaît énormément et puis c'est un récit presque pur et c'est merveilleusement bien écrit. Ouais. Redites le. Ça s'appelle Les Indes fourbes de Guarnido. Alors, de quoi on parle? Qu'est-ce qu'on a aimé cette année? Je signale qu'il y a le Lambeau de Philippe Lançon qui vient de paraître en livre de poche. Là, ça coûte pas cher. Si vous êtes passé à côté, parce qu'il en a vendu beaucoup, allez-y. C'est pour moi un des très, très grands romans de ces dernières années. Philippe Lançon, qui est l'un des rescapés de l'attentat de Charlie Hebdo et qui raconte de façon pudique, magistrale ce qu'il a vécu, c'est-à-dire sa mâchoire arrachée, ce temps passé à l'hôpital, les médecins. C'est un livre vraiment magnifique. Donc ça vient de paraître en édition de Folio. Philippe Lançon, Le Lambeau. Gérard. Alors, moi, il y a une révélation cette année. J'étais un peu sceptique parce qu'on l'a surtout présentée au début comme la fille d'une chanteuse célèbre. C'est Victoria Mass avec Le Bal des Folles chez Albin Michel. Elle était sur plusieurs listes de prix littéraires. Mais bon, c'était voilà. Enfin, c'est pas très grave puisque n'importe comment, elle a un énorme succès. Elle est grâce aux libraires. C'est pas grâce aux critiques, c'est surtout grâce aux libraires. C'est l'histoire d'une jeune femme, Eugénie. Alors Eugénie, on est au fin du 19e siècle. Eugénie, elle fait partie de ces femmes qui sont un peu en avance sur son époque. Elle décide de prendre son destin en main. Elle va un peu contredire toutes les conventions sociales de son époque, de sa famille, de cette société très machiste. C'est vraiment les hommes. Et ça va pas se passer comme ça du tout, parce que le père, il considère qu'elle est... ça la gêne pour la réputation de sa famille. On va décider de l'enfermer. Et cette histoire, c'est une histoire qui... elle va être enfermée à la Salpêtrière. C'est une histoire qui était courante à l'époque. Moi, je ne savais pas. C'est-à-dire qu'on enfermait des femmes, mais pour des choses vraiment incroyables. C'est-à-dire que j'ai appris qu'il y avait une femme qui voulait ouvrir une boutique de tricot et voilà. Et ça ne plaisait pas à la famille. On les enfermait là. Et puis là, elle va vous découvrir, elle va vous décrire la vie de ces femmes dans cet asile de fous, alors qu'elle est pas folle du tout. C'est un livre absolument incroyable. C'est un livre de combat, de courage. Et puis, il y a aussi comment les médecins ont été quand même, pour beaucoup, complices de cette chose. Il y a aussi un combat entre la science, l'humanité. Enfin, il y a un tout. Alors c'est captivant, je vous le fais genre analyse, mais c'est un livre, une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez pas, vous êtes complètement ému par cette jeune femme, et puis vous allez jusqu'au bout parce qu'il y a un suspense quand même, parce qu'il y a un autre personnage que vous découvrirez qui est l'infirmière, qui est un personnage incroyable, et c'est le portrait d'une époque, et puis c'est le portrait de ces femmes qui sont quand même battues pour arriver à avoir un peu de liberté, puis si les femmes sont ce qu'elles peuvent faire, enfin si elles peuvent faire ce qu'elles peuvent là actuellement, c'est grâce à ces femmes. Donc allez-y, c'est une merveilleuse réussite. Ça a eu le prix Rinaudot des lycéens. Pour mon avis, c'est le vrai prix des lycéens, parce qu'ils ont le prix de Goncourt des lycéens. C'est, on dirait, un livre pour les gens de 50 ou 60 ans, quoi. C'est Karine Thuil. Ah oui. Je dirais pas qu'elle porte bien son nom parce que c'est facile, mais c'est vraiment, pour moi, c'est le vrai prix des lycéens, c'est celui-ci. C'est celui-ci, c'est le Renaudot des lycéens, donc elle s'appelle Victoria Mass et ça s'appelle Le Bal des Folles. Moi, j'avais envie de vous reparler de ce roman coréen, Le Jardin de Ha Young-pyun, chez Rivage Noir, l'histoire d'un homme qui est paralysé, défiguré après un accident. Sa femme est morte et c'est sa belle-mère qui s'occupe de lui. Et on l'a souvent on l'a évoqué quand on en avait parlé, ça rappelle un peu Misery de Stephen King, c'est-à-dire cette espèce de huis clos qui se passe entre les deux, la belle-mère qui creuse un trou dans le jardin, on ne sait pas très bien pourquoi, il y a une végétation qui arrive,
Puis il se passe rien, mais vous êtes complètement fasciné. Voilà. Kevin évoquait incroyable, la BD où il se passe rien. Oui, mais là, il se passe rien, mais vous êtes complètement scotché. Mais il y a un suspense, ça fait 150 pages, vous ne le lâchez pas, c'est angoissant, c'est glaçant, c'est super bien fait, c'est chez Rivage Noir, ça s'appelle Le Jardin, et l'auteur, alors prenez un papier et un crayon, s'appelle H-Y-E Young, Puin, P-Y-U-N, et c'est chez Rivage. Une autre BD, Kevin ? Là, je voulais plutôt parler de BD d'humour. Ouais. En fait, parce que je trouve que c'est pas toujours mis à l'onneur non, c'est vrai. Puis il y en a beaucoup qui sont pas drôles. Oui. Il y en a énormément qui sont pas drôles du tout. Ouais. Alors, il y a notamment tout ce que fait Marion Montaigne. Alors, Marion Montaigne, elle s'est fait connaître il y a 2 ans maintenant pour sa BD sur Thomas Pesquet. Ouais. C'était absolument génial d'ailleurs. Mais bon, c'était aussi parce qu'il y avait le nom Thomas Pesquet. Ouais. On a beaucoup parlé. Mais elle fait une série qui s'appelle Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même, qui passe d'ailleurs sur Arte. Hein. Il y a une petite série animée qui est ultra bien faite. Elle fait de la vulgarisation scientifique, en fait. C'est-à-dire qu'elle va prendre un sujet, peu importe lequel, hein, sur la robotique, la biomécanique, surtout la puberté, enfin le sexe, un petit peu tout, et elle va faire énormément de recherches et en faire une BD qui est d'un humour absolument incroyable. On n'est pas dans de l'humour noir, on n'est pas dans tout ça, on est plutôt dans l'humour drôle, en fait, tout bêtement. Et en plus, on apprend plein de choses, et moi, c'est vraiment une des personnes les plus drôles que je connaisse, Marion. Ouais. Et là, il y a le tome 5, justement, qui vient de sortir de son recueil Tu mourras moins bête. Le dessin est très sympa, très rigolo, oui, un petit peu à la réserve, un peu déjanté. C'est ça, oui, elle a inventé le personnage du professeur Moustache qui présente tout ça. Et mais c'est absolument hilarant, et à mettre vraiment dans toutes les mains, alors plutôt ado. Quand même, parce qu'il il peut y avoir des passages un peu crus, mais c'est absolument génial. Le deuxième dont je voulais parler dans côté humour, c'est Fab Caro. Alors maintenant tout le monde le connaît parce qu'il a fait une BD qui s'appelle Zai 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 Zai, et qu'il est aussi romancier d'ailleurs. On ne le connaît pas. Alors allez-y, racontez-nous. Alors Zai 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 Zai, c'est sorti il y a quelques années maintenant. C'était autour de la société de consommation. Enfin bon, ça a vraiment fait un effet boule de neige. Ça a été récupéré par toute la presse. Ça a eu plein de prix auxquels on s'attendait pas, et je trouvais vraiment que c'était mérité. D'ailleurs, ça faisait du bien. En plus, c'est chez Six Pieds Sous Terre, qui est un tout petit éditeur, donc c'est les encourager. Les soutenir aussi. Et Fab Caro, ça fait longtemps qu'il fait de la BD. Là aussi, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'absurde, en fait, dans le non-sens, et qui en a sorti une cette année qui s'appelle Formica, et qui, en gros, c'est le repas de famille. En fait, on se réunit, mais on ne sait pas du tout de quoi parler. Et c'est un peu l'angoisse. Donc, ils essayent de trouver un sujet de conversation. Et pour la politique, ça fonctionne pas parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont tous de droite, donc ils sont tous d'accord. Enfin voilà, il y a c'est des petites scénettes comme ça qui forment une longue histoire. Et moi, c'est une des rares BD qui réussit à me faire rire à voix haute, en fait. Moi, ce qui effectivement arrive pas très souvent. Non, moi je suis un peu mort à l'intérieur. Hein, comme je souris beaucoup, mais je ris assez peu. Mais alors Fab Caro, lui, il parvient à vraiment me faire rire. Je vois la couverture qui est assez réussie, rose, avec une assiette avec un poulet posé sur de la salade. Complètement décalé avec lui, mais je vous invite vraiment à aller en découvrir quelques pages, ça vous fixer sur son humour. Ça s'appelle Formica, donc, et l'auteur s'appelle Fab Caro, F-A-B-C-A-R-O. Gérard. On va revenir sur un des chefs-d'œuvre, à mon avis, de l'année. C'est Romain Slocombe, qui a écrit La débâcle chez Robert Laffont, qui est un livre. Alors, Slocombe, il a un inconvénient, c'est qu'il est modeste et pudique. Ce qui, à notre époque, quand on est écrivain, c'est pas terrible. Et pour moi, c'est un des plus beaux styles et un des plus grands écrivains français contemporains. Alors, il a une période de prédilection, c'est l'occupation. Il est fasciné par ces gens, par cette période qui bascule dans le mal ou dans le bien. Et ça peut être gris, mais ça peut être aussi tout noir. Les Allemands vont arriver à Paris dans une maison très bourgeoise. On est à Passy. Alors, vous voyez, la grande voiture, le chauffeur et tout. Et puis, toute la famille qui se retrouve dans cette voiture et qui vont partir pour la campagne, pour loin, parce qu'ils ont peur des Allemands. Voilà. Et alors, la dame qui emmène ses bijoux, il y a la fille et il y a le chauffeur. Ça fait un tout. C'est-à-dire qu'à travers les personnages qui sont dans cette voiture, il va vous parler de tout ce qui s'est passé, de la manière dont
les gens ont été confrontés à cette période. Alors vous avez le résistant, vous avez celui qui est plutôt facho, il y a celui qui est plutôt pro-Pétain, puis il y a cette adolescente qui découvre l'amour. Enfin, il y a plein de choses, et c'est comme on parlait des BD, c'est au quotidien. C'est-à-dire que c'est pas la grande histoire, c'est ce que les gens ont vécu. C'est pour ça que c'est fascinant, parce qu'on se dit qui j'aurais été dans cette voiture. Est-ce que j'aurais été le collabo? Est-ce que j'aurais été le résistant? Ou est-ce que je m'en serais foutu complètement? Est-ce que j'aurais pensé qu'à je sais pas, être amoureux et tout? Et puis c'est tout un environnement, parce qu'ils vont partir, ils vont traverser la France avec toutes des événements rocambolesques. C'est absolument subtil, intelligent, captivant. En plus, il écrit très, 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 très bien. Donc, allez-y. Et il faut tout lire. Il y a beaucoup. Tout Lecombe est en livre de poche, hein, pour ainsi dire. Ah bah oui, donc vous pouvez tout lire en livre de poche, sauf celui-là, qui est vraiment son nouveau, mais qui est vraiment une pure révélation. Bon, donc rappelez le titre. Ça s'appelle La débâcle de Remasse Lecombe, et c'est chez Robert Laffont. Voilà, on va marquer une petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous, notre sélection de livres 2019. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, les livres de l'année avec Gérard Collard. Bonjour. Bonjour. Bah non, c'est déjà du bonjour. Ah oui, on s'est déjà dit bonjour. Libraire à Saint-Maur. On a Kevin qui est libraire spécialiste de bande dessinée. Bonjour Kevin. Et Christelle Ratzfeld qui nous a rejoint. Bonjour Christelle. Bonjour, vous êtes Valérie. libraire à Roche-Servière. C'est dans les Pays de la Loire, c'est ça? Oui, c'est en Vendée. Dans Vendée, et c'est le livre dans la théière, très jolie librairie. Si vous allez dans le coin, ne loupez pas sa librairie. Donc dans un instant, vous allez nous dire ce que vous avez retenu vous de cette année. Moi, j'avais envie de vous reparler d'un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelait Feel Good de Thomas Gunzig, qui est un écrivain belge en fait, et c'est très très drôle. Alors c'est pas du tout feel good quand ça commence, parce que c'est une fille qui a eu une vie de merde, hein. Il n'y a pas d'autres mots. Sa mère a toujours tiré le diable par la queue, elle est vendeuse de chaussures, puis un jour le magasin de chaussures où elle vend les chaussures ferme, puis elle se dit mais j'en ai marre, moi j'ai pas d'argent. Elle a eu un gosse avec un type qui s'est tiré, et elle se dit il faut faire un braquage, mais comment faire un braquage sans violence, sans armes, sans otages? Elle va trouver comment. Et alors vous allez voir que dans ce livre, il y a une parodie du monde de l'édition, et en particulier de tous ces romans feel-good qui dégoulinent de bons sentiments. Oui. Comment on les fabrique, comment on les fait. Franchement, vous ne serez pas déçus. Ça s'appelle Feel-good de Thomas Gunzig. C'est au Diable Vauvert. Vous l'aviez lu, Gérard? Bien sûr, sur votre conseil. Bien sûr, vous suivez mes conseils. Qu'est-ce que vous avez envie de nous conseiller? On peut se faire des poches aussi. Oui, parce que, absolument. Voilà. Et moi, j'avais adoré un bouquin qui s'appelle La chorale des dames de Chilbury. C'est de Jennifer Ryan, et c'est en livre de poche. C'est l'histoire, on est pendant la guerre, hein. Tous les hommes sont partis. Et donc, il reste les femmes au village, et les femmes du village, elles vont se retrouver grâce à une chorale. Il y a une femme qui anime une chorale. Et là, c'est pour l'auteur, ça lui permet de décrire tous les caractères, toutes les manières de se comporter pendant la guerre. C'est très sensible, c'est très subtil, c'est très drôle, c'est très captivant. Et mon Dieu, que les femmes, c'est compliqué, hein. Les hommes, c'est pas facile, mais là, on se rend compte que les femmes, c'est compliqué. Et il y a des femmes courageuses, il y en a pas du tout, il y en a des pas courageuses du tout, mais c'est surtout c'est très généreux, c'est très solidaire malgré tout. Et puis c'est quand même dur, hein, de vivre le sang des hommes, malgré que si on pouvait s'en passer, on s'en passerait. Et là on se rend compte que non, elles y arrivent, mais elles sont bien contentes quand même de les retrouver. Et puis c'est surtout la vision de la guerre des femmes qui ont un courage incroyable, parce que c'est quand même elles qui ont fait marcher le pays pendant cette époque. Et puis c'est aussi la guerre à la campagne, c'est pas à la ville, hein. Allez-y, vous passez nous, ça a été un des plus grands succès de cette année. Les gens ont absolument adoré. Donc ça s'appelle La chorale des dames de Chilbury. C'est de Jennifer Ryan, et c'est en livre de poche. Donc ça coûte pas cher, et vous passerez un bon moment. Alors Christelle, vous, dans les romans que vous avez retenus, il y a 100 millions d'années et un jour de Jean-Baptiste Andréa aux éditions L'Iconoclaste. Oui.
Alors, ce livre-là, c'est un livre vraiment très différent de ce qu'on peut lire actuellement, parce que c'est un livre assez court, qui est très poétique, un peu comme un conte, et ça va vous raconter l'histoire d'un homme qui est paléontologue, où il est un peu gris, hein, on est dans les années 50, il a réussi sa carrière, mais sans plus, et un jour, des enfants lui apprennent qu'un vieux berger italien leur aurait raconté qu'il avait vu un dragon quand il était petit dans une vallée entre la France et l'Italie. Bon, notre paléontologue, c'est un scientifique, il sait très bien que c'est pas un dragon, c'est sûrement un dinosaure, et il va monter une expédition pour aller chercher ce dinosaure. Et au départ, ce qui est un peu une espèce d'aventure, une quête quasiment professionnelle, petit à petit, ça va devenir vraiment une quête jusqu'où on va pour aller au bout de son rêve et de son absolu. Et Jean-Baptiste Andrea, c'est très cinématographique. Oui. Hein, il vient du cinéma. On est porté, on marche avec eux. C'est vraiment et poétique et c'est presque, on est presque dans des grands thèmes mythologiques, quoi. Mais en même temps, c'est très facile à lire, ça vous embarque. C'est relativement court, mais c'est très plein comme livre. C'était son premier livre également, hein, était un peu dans le même. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment un auteur. On retrouve pas trop ce type de livres actuellement, mais ce sont des livres vraiment qui vous font voyager. C'est vraiment très très beau. C'est vraiment un livre qui m'a touchée. Donc ça s'appelle 100 millions d'années et un jour, et donc l'auteur s'appelle Jean-Baptiste Andrea. Il y a un autre livre dont vous vouliez nous parler qui s'appelle Cora dans la spirale de Vincent Message. C'est aux éditions du Seuil. Alors bon, c'est pas du tout un livre ambiance Noël, tout ça. Non, mais là on fait. C'est après Noël là. On est après Noël, donc voilà, c'est un peu les livres qui vous ont plu et qui n'ont peut-être pas eu le succès qu'ils auraient dû avoir. Voilà. Alors moi, c'est vraiment pour moi le grand livre de l'année. C'est un grand roman naturaliste. C'est un livre qui nous raconte notre société, ce qu'on vit actuellement. C'est un bouquin qui m'a vraiment marqué. Parce qu'au départ, ça commence un peu tranquillement. Vincent Message vous raconte l'histoire d'une fille qui revient de son congé maternité, qui va reprendre son boulot. Son entreprise est rachetée. Donc les techniques de management vont changer. Mais il vous raconte tous les détails. C'est le métro qu'elle prend tous les jours, le fait que l'entreprise déménage part à la Défense, donc du coup elle se retrouve avec 1h15 de transport, 10 minutes d'ascenseur pour monter. Et vous voyez tout d'un coup cette fille qui est prise dans une espèce de spirale et sa vie qui devient très très sombre. Il vous décrit toutes les sociétés, l'entreprise actuelle, sans être dans le manichéisme. Et puis, alors ça pourrait être un peu dogmatique, et pas du tout, parce qu'il va finir par vous accrocher vraiment à Cora. Et puis, il y a un twist, hein. Il y a vraiment un truc. Alors moi, j'avais pas vu venir. Vous savez qu'elle va vers un drame. Puis vous la voyez se débattre. Mais le drame, moi, j'avais pas imaginé ce qui allait se passer. Et la force, c'est qu'il y a quand même 50 autres pages derrière qui ramènent de la lumière. Et pour moi, c'est un grand roman. Faut prendre son temps pour le lire parce qu'il fait près de 500 pages. Mais si vous acceptez de rentrer dans ce roman-là, vraiment, il va vous marquer et il va vous poursuivre. Merci. Alors ça, c'était Cora dans la spirale de Vincent Message. C'est aux éditions du Seuil. Ça donne envie. Non, c'est un livre dont j'avais pas du tout entendu parler. Ça donne envie de le lire. Donc merci de nous l'avoir signalé et rappelé. Moi, je voulais tirer un coup de chapeau à des éditeurs qui font des choses un petit peu différentes. C'est Jessica Nelson qui publie
des manuscrits. Alors, ce sont des livres qui coûtent assez cher, mais qui sont des objets assez étonnants. Et pour les gens qui aiment les livres, qui aiment la littérature, c'est assez extraordinaire. J'en ai quelques-uns aussi. Donc, elle a publié Le Château de ma mère, elle a publié Notre-Dame de Paris, J'accuse, Le Voyage au bout de la nuit. Donc, elle publie les manuscrits. Ce sont des très grands formats. Et là, elle vient de publier Peter Pan. Moi, je ne connaissais pas l'auteur de Peter Pan. James Matthew Barrie. Et c'est intéressant de voir comment, parce que c'est le manuscrit retravaillé avec les ratures et les trucs. Moi, je trouve que ce sont des objets magnifiques. Alors, ça vaut un peu cher, ça vaut 160 €. Mais si vous avez effectivement un auteur que vous aimez, moi, je vous conseille vraiment d'aller... C'est très émouvant. Hein. Oui, c'est très émouvant. Flaubert, vous avez Zola. Enfin, c'est vraiment des... Et puis voilà, c'est courageux parce que ce sont des marchés de niche. Et voilà. Gérard, un petit... Alors moi, j'ai eu une révélation. C'est comme vous savez, c'est lourd et tout. Il m'est arrivé un livre qui s'appelle Madame S de Sylvie Losberg chez Slatkin. Alors la couverture, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'on dirait une couverture de Feel Good, alors que c'est une des plus belles biographies historiques de l'année. C'est l'histoire de Madame Steinheim. Alors Madame Steinheim, vous dites, je la connais. Steinheim, prononcez bien. Vous n'avez pas fait allemand première langue, hein, Gérard? Non, c'est clair. Elle est connue. Alors que vous dites, mais je la connais pas cette femme. Mais si, on la connaît, mais de façon caricaturale, qui était dans les bras. Qui était les bras de Félix Faure. Et Félix Faure, il est mort. Et c'est la fameuse phrase de Clémenceau qui dit, il se prenait pour César, il est mort pompé. Et donc, ce qui s'avère en plus être un jeu de mots, mais qui n'est pas du tout vrai dans l'absolu. Donc, cette femme, on l'a souvent caricaturée. On lui a dit que c'était une cocotte, une demi-mondaine, qu'elle était vulgaire, inculte. Et pas du tout. C'était une fille de grande bourgeoisie, d'industriels de l'Est de la France. Elle était très cultivée, elle était brillante, elle était ambitieuse. Alors, elle a eu un problème, c'est que, alors déjà, son père était... Ce qu'on dit possessif, vous voyez, c'est limite, en plus, il l'a obligée à se marier à un peintre qui était falot, sans intérêt. Elle n'a pas eu le choix, hein, quand dans ces milieux-là, on ne... Mais bon, elle s'est révoltée. C'est-à-dire qu'elle a fait foi des conventions sociales. Elle est ambitieuse et elle va vraiment tomber amoureuse de Félix Faure. Et c'est une femme extraordinaire. C'est là qu'on voit que l'histoire est écrite par les hommes. C'est-à-dire qu'on lui a jamais pardonné qu'elle prenne un peu de leur pouvoir. Elle était dreyfusarde, donc les anti-dreyfusards sont absolument acharnés sur elle. Elle a une vie incroyable, c'est-à-dire qu'après, Félix Faure va mourir, hein, bien sûr. Elle va, faut dire aussi, c'est qu'elle avait un des plus... Elle a eu un des plus grands salons littéraires de l'époque. Elle va se marier à un lord anglais. Elle va être enlevée au Maroc. Et alors moi, ce qui m'a fasciné aussi, c'est qu'en fait, elle est morte qu'en 1954. Pour moi, c'était une femme des années fin 19e, début 20e, et c'était vraiment pas... 54, c'est le milieu du 20e siècle, c'est quand même relativement récent. C'est tellement bien, que ça m'arrive très très peu, c'est que je ralentissais la lecture pour pas le finir parce que c'était tellement passionnant. Et puis alors, vous savez, il y a un truc aussi qui est génial, c'est le portrait d'une époque, parce que quand on parle de cette époque, on parle de l'affaire de Dreyfus, mais tout ce qui est passé politiquement et culturellement derrière, on oublie. Alors que là, c'était une époque absolument incroyable et qui a eu des répercussions jusque sous l'époque de Vichy, parce que c'est là qu'est quand même né tous les ultranationalistes et toutes les théoriciens. Allez-y. Alors, c'est surtout une histoire d'une femme. Moi, c'est incroyable. C'est une vie comme ça, même le romancier le plus imaginatif, il peut pas imaginer ça. Et puis, elle était brillante, courageuse. Elle devait être très belle. Elle était assez confortable quand on regarde ses photos. C'est-à-dire que c'est pas le mannequin à ressort. Vous pouvez, voilà. Allez-y, c'est vraiment... Et surtout, elle a tué ensuite. Enfin, il y a eu. Ah oui, il y a quand même cette histoire. Ah oui, j'ai oublié. Elle a tué son mari. Son mari est mort assassiné. Oui, c'est ça. Et on l'a accusé qu'elle soit l'assassin. En fin de compte, elle a été acquittée. Elle a été acquittée. Incroyable. Et en plus, il y a Félix Faure qui avait écrit des dossiers, enfin des lettres et un journal secret. Plus lui avait offert un collier. C'est un peu le collier de la reine. Les Allemands vont vouloir récupérer ses papiers. C'est incroyable. C'est une vie. Elle avait été surnommée aussi la pompe funèbre.
funèbre. Oui, je trouve ça, toujours dans le, absolument génial. Donc, effectivement, ne vous fiez pas à la couverture parce que c'est vraiment dommage, parce que le livre vaut mieux que ça. Oui, puis je suis content parce que ça commence par le bouche à oreille, il commence à sortir l'anonymat. Oui. Madame S, donc de Sylvie Lausberg, Lausberg. Allez, on va retrouver Kevin pour une BD, peut-être les BD pour les enfants, BD jeunesse. Qu'est-ce qui se fait de bien en ce moment? Alors, il y a plein de choses. C'est surtout que c'est vraiment, moi, c'est une partie du métier qui me plaît particulièrement. Donc, guider la jeunesse vers la lumière de la bonne lecture. Parce que la BD, il y a des parents qui disent la BD, il y en a encore qui disent ça, la BD, c'est pas bien, etc. Non. Comme moi. Moins. Il y en a forcément qui le pensent, mais non, enfin, en tout cas, moi, ils viennent pas jusqu'à moi pour me le dire. Ouais. Non, au contraire, de toute façon, je crois que c'était une étude qui disait que 97% des gens avaient lu une BD Absolument. Dans leur vie et dans leur enfance notamment. Donc c'est une bonne porte d'entrée dans la lecture. Alors après, il faut varier un petit peu, faut pas lire que ça. Mais j'ai beaucoup de parents qui viennent. Oui, vous aimez bien donc guider les plus jeunes. Alors en fonction de leur goût aussi, mais c'est pas toujours évident à cerner parce que eux-mêmes ne le savent pas. Mais là, il y en a une qui a retenu mon attention qui s'appelle Les Vermeils de Camille Jourdi, qui fait plutôt du roman graphique adulte. Elle a fait Rosalie Bloom notamment, qui était absolument formidable. Et c'est une BD qui a eu le prix, qui a eu la pépite de la meilleure BD à Montreuil, donc au salon de la jeunesse qui a eu cet automne. Ça s'adresse à quel âge, ça ? C'est vraiment pour tout le monde, en fait. C'est la particularité de cette BD, c'est que c'est de la jeunesse aussi pour les adultes. C'est-à-dire que on parlait de Peter Pan tout à l'heure. Il est question on retrouve des réminiscences d'Alice au Pays des Merveilles, du Magicien d'Oz, et un petit peu de Peter Pan. Donc ça mélange tout ça avec un dessin. Un joli dessin, oui. Ouais, il est super beau, très coloré. En fait, il y a beaucoup de couleurs dans cette BD. C'est un pavé aussi. Je me rends compte que je parle que de BD. C'est bien, on en a pour son argent. J'ai envie de vous dire. Parce que normalement, une BD, c'est autour d'une 50aine de pages. Là, il y en a 160 dans celle-là. Ouais. Et en fait, on va suivre Jo, qui est une petite fille qui se perd dans la forêt. Alors, un peu volontairement. Elle s'ennuie un peu pendant le pique-nique familial et elle va errer à l'orée. Et elle va croiser deux petits bonshommes sur leur petit cheval et elle va les suivre. Donc ça, c'est le côté Alice au Pays des Merveilles. Et elle va rencontrer les Vermeils, qui sont des petits êtres fantastiques. Dont certains ou certaines, je ne sais pas s'il faut dire le féminin, ont été enfermés par un grand méchant. Donc ça, c'est le côté Magicien d'Oz, qui s'appelle Matou. Et ils vont prendre leur courage à deux mains, alors qu'ils sont vraiment des pacifistes. Ils savent pas se battre pour un sou, mais ils y vont parce qu'il faut bien sauver leurs camarades. Et puis ça va complètement partir en vrille parce qu'ils sont pas doués, quoi. Mais ils font ce qu'ils peuvent. Et en fait, il y a énormément de très bonnes idées. C'est amusant comme tout. Et moi, ce que j'adore, c'est quelque chose que j'essaie vraiment de défendre. Ceux qui me suivent connaissent mon adoration pour Calvin et Hobbes, notamment, qui est principalement pour ça. C'est quand il y a plusieurs niveaux de lecture, quand il y a plusieurs degrés de lecture, qu'on se le fasse lire à 5-6 ans ou qu'on le lise soi-même à 7, 8, 10 et qu'on le relise à 20, 30, 40, on va découvrir des petites choses supplémentaires et on va redécouvrir la lecture à chaque fois en fonction de son vécu. Et là, c'est le cas donc dans ce livre-là. Ouais, voilà, qui peut être lu à la fois par les adultes et par les enfants. Ça s'appelle Les Vermeils, donc c'est aux éditions Actes Sud et l'auteur c'est Camille Jourdi, Jourdy. Allez, on se retrouve dans un instant avec Kevin, le libraire qui se cache, et puis Christelle Rastfeld qui sera avec nous également pour un autre livre, et Gérard Collard. Dans un instant, restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on parle livres. Quels sont les livres qui ont marqué 2019 avec Gérard Collard, libraire à Saint-Maur, Christelle Rastfeld, j'ai du mal à dire votre nom, le livre dans la théière à Roche-Servière, et Kevin, libraire spécialiste en bande dessinée. Gérard, vous vouliez Oui, alors, il y a une des petites merveilles de cette année, Yannick Granek, qui s'appelle Les Simples, chez Anne Carrière. Elle a un très beau style déjà, cette femme. Et puis, alors, on est au XVIe siècle, dans le sud de la France, dans une abbaye. Alors, il y a des femmes. Elles sont riches, indépendantes. Leur truc, c'est d'utiliser les simples, c'était des plantes médicinales, vous savez, un peu sauvages. Et alors, elles soignent, même jusqu'au roi de France. Mais là, pas loin,
il y a un nouvel évêque et cet évêque, il est très, très jaloux de la richesse et de l'indépendance de ces femmes. Et c'est comment il va essayer de les faire plonger, c'est ce qu'on appelle ça. C'est-à-dire il va introduire un petit jeune parmi ces femmes en se disant... Ça, voilà, quand on va mettre le renard dans le poulailler, ça va mal se passer. Et ça va pas se passer exactement comme il veut. C'est une très belle histoire, c'est plein de rebondissements, de subtilité, de délicatesse, mais c'est surtout aussi une image de ces hommes, à cette époque-là, qui ne supportaient pas que le pouvoir leur échappe et que les femmes prennent un peu de ce pouvoir. Et c'est la lutte. Alors, comment ça va finir? Je ne vous le dis pas. Est-ce que ça va bien finir ou est-ce que ça va mal finir? Je ne peux, voilà, c'est vraiment, mais c'est très, très évident, c'est très historique, mais c'est aussi très romanesque. Et vous attachez à ces femmes. Et puis il y a de l'amour pour vous, Valérie, qui est très romantique. Il y a de la véritable histoire avec le portrait d'une époque. C'est vraiment une des belles réussites de cette année au niveau et à la fois stylistique et puis du scénario, comme on dit en BD, quoi. Ouais. Alors donc ça s'appelle Les Simples de Yannick Granek. C'est chez Anne Carrière. Voilà, moi c'est le livre qui m'a le plus marqué cette année, s'appelle Nos vies consumées de Janet Hobhouse. C'est paru chez Rue Fromentin. Je salue l'éditeur d'ailleurs qui est allé rechercher ce livre. C'est une autobiographie romancée d'une écrivain, Janet Hobhouse. Elle raconte sa vie. Pour devenir écrivain, c'est surtout une liberté, une femme libre. Qui a eu que des emmerdes dans sa vie, que des galères. Mais le livre est incroyablement... Parce que je l'ai conseillé à quelqu'un qui m'a dit « Oh là là, j'ai lu la 4e de couverture, j'ai pas envie de le lire. » J'ai dit « Mais allez-y parce que c'est incroyablement lumineux, le style est puissant, c'est l'histoire de cette femme qui la relation avec sa mère, comment elle va devenir écrivain, elle se marie avec un type, ça se passe évidemment pas très très bien, c'est une histoire de famille, c'est une histoire de femme, c'est sa relation avec Philippe Roth, mais il faut surtout pas la réduire faut surtout pas la réduire à ça, mais c'est la relation avec son père qui l'a abandonné, qui vivait en Angleterre, c'est la lutte contre la maladie parce qu'elle a été malade, mais c'est un livre mais magnifique, lumineux comme vous. J'ai ralenti avant de le terminer. Juste un petit reproche, la couverture. Oui, je trouve que ça a été un frein pour les gens, et c'est un peu triste. C'est pas du tout à la hauteur de ce livre qui est exceptionnel. Non, c'est vraiment donc passez outre la couverture et puis lisez-le parce que vraiment c'est une pure merveille. C'est une femme incroyable. C'est une femme incroyable. Ça s'appelle Nos vies consumées de Janet Hobhouse et aux éditions Rue Fromentin. Christelle, alors là on repart dans la nature avec vous, avec les éditions Gallmeister. Oui, alors c'est vrai que les éditions Gallmeister, c'est la nature, les grands espaces et tout ça. Et là, dans La vie en chantier de Pete Fromm, c'est plutôt l'histoire d'un couple. Alors vous savez, en ce moment, on a beaucoup de demandes souvent de livres où vous avez des gens qui vont vivre un grand drame et puis qui vont s'en sortir. Voilà. On vous demande ça, j'ai envie de vous dire, je voudrais un truc où il y a un drame mais où ça finit bien, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est-à-dire comme quoi on peut avoir une deuxième chance et tout ça. Bon, alors parfois, il y a dans ce type de livre, c'est un petit peu convenu. Et là, Pete Fromm raconte l'histoire. Voilà, ça commence par un drame. Un jeune couple, lui il est menuisier, construit des maisons, ils n'ont pas trop de sous, mais ils s'aiment, enfin tout va bien. Ils sont rigolos comme tous les deux, mais bon, très très vite dans le roman, elle attend un enfant et elle décède à l'accouchement. Donc lui, cet homme, donc vous voyez, ça commence quand même un gros drame. Et en fait, cet homme va se retrouver avec ce bébé, avec une maison totalement en chantier, sa vie complètement dévastée, et on va le suivre pendant 2 ans. Petit à petit, il va reconstruire les choses à l'aide de tout un panel de copains, d'une babysitter, de la belle-mère, qui vont comme ça intervenir dans sa vie, qui vont prendre des places qui était pas particulièrement libre, voilà, et on va voir comment effectivement la vie donne des deuxièmes chances. Et alors ce qui est surtout intéressant, c'est que c'est le point de vue d'un homme, parce que souvent c'est une femme qui perd son enfant. Là, c'est cet homme qui se retrouve. Il faut dire qu'ils vivent dans le Montana. C'est la particularité des livres qui sont proposés par Gallmeister. C'est beaucoup d'écrivains de cette école du Montana.
Voilà, et en plus, bon, ça se passe à Missoula, hein, donc ils s'en vont, ils vont faire des baignades dans les cascades, tout ça. Donc il y a cet aspect voyage ailleurs, mais il y a aussi la découverte de la paternité. Alors dans des conditions un peu particulières, c'est sûr. Il y a aussi comment on construit sa maison, comment on construit sa vie. Une babysitter qui est moitié folle dingue, ce qui fait que c'est un livre qui effectivement commence comme un drame, mais vous allez sourire, vous allez rire parfois. En même temps, c'est pas gnangnan, c'est pas d'un coup de baguette magique, tout d'un coup il redevient heureux. C'est pas ça non plus, c'est la vie, c'est le quotidien, avec aussi ce que ça peut avoir de lumineux. Et donc vous passez vraiment un très bon moment, alors que la 4e de couverture, au départ, vous dites oh là là, oui, c'est ça. Donc je m'embarque. Donc ça s'appelle La vie en chantier de Pete Fromm, FRO2M, aux éditions Gallmeister. Ça a été un des grands romans de cette année. Hein. C'est un de ceux qui a été le plus apprécié par les clients et les clientes. Chez vous aussi, Christelle, les retours ont été, j'imagine, très bons. Il y a des gens qui ont vraiment besoin d'être embarqués, c'est ce qu'ils vous demandent, d'être embarqués avec une histoire qui peut leur parler. Et là, on est là-dedans. Alors qu'en même temps, ça se passe à Missoula. Hein. Moi, j'habite en Vendée, Missoula et Roche-Ferrière, ça n'a rien à voir. Missoula, c'est vraiment paumé dans le Montana. Voilà, bon, Roche-Ferrière, c'est un peu paumé aussi, mais on ne vit pas dans le même cadre. Eh bien, les gens sont touchés par cette histoire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sincérité, sans être dans le pathos. Merci beaucoup Christelle. Merci d'avoir été avec nous. On va aller voir Kevin, donc qui se cache, libraire, donc spécialiste en bande dessinée. Vous vouliez nous parler peut-être de polar, parce que c'est un genre qui marche aussi très bien en BD. Oui, ça on aime bien. Les Américains sont assez doués là-dessus en comics, mais bon, une fois n'est pas coutume, je vais pas parler d'Américains. Je vais parler d'un Français qui s'appelle Emmanuel Moineau et qui a écrit, on va le prononcer à l'américaine, un No Direction chez Sarbacane. Et alors c'est assez simple à résumer, hein, c'est un mélange entre Tueur-Né et la série, je sais pas si vous la connaissez, mais The End of the Fucking World, qui passe sur Netflix notamment. Et j'ai toujours un peu de mal quand les auteurs français décident de mettre l'action de leur fiction aux États-Unis par fidélité. Et en fait, non, là, ça s'y prête complètement parce que ça se passe là-bas et on comprend pourquoi en le lisant. Déjà, rien quand les chapitres sont des chapitres courts, comme font les Américains, parce qu'ils sont beaucoup dans les mensuels. Donc, on retrouve cette construction-là et on va suivre deux personnes complètement paumées, en fait, et qui se mettent à tuer un peu tout le monde, quoi. C'est un road trip un peu sanglant. C'est ça, mais c'est très bien construit, c'est-à-dire que y a une sorte de course-poursuite et tout se goupille, bien ou pas bien, hein, je vais pas dévoiler la fin, mais tout se goupille à la fin, c'est-à-dire que ça fait vraiment entonnoir voilà, moi je trouvais que c'était du pur roman noir. Et là aussi, il faut que ce soit bien traité et bien écrit pour qu'on n'ait pas l'impression de l'avoir lu déjà 1000 fois. Ouais. Et donc ça s'appelle No Direction, et c'est Moineau, Moynot, qui est l'auteur. Il y a une école de la BD française aujourd'hui qui est importante, qui est aussi bonne que les Américains. Ah oui, largement. Oui, ils ont rien à nous envier de toute façon. Ouais. Ça, c'est logique. Ça fait tout aussi longtemps que ce qu'on appelle la BD franco-belge existe par rapport aux comics. Ouais. Surtout que le comics c'est beaucoup dans un carcan, le côté super-héros et tout ça, on en retrouve beaucoup. Ouais, c'est plus subtil, c'est un peu plus subtil. Il y a de tout, hein, puis moi j'adore la BD américaine, bien entendu. Ouais. Mais en franco-belge, il y a énormément de styles et de genres différents, et ça a vraiment explosé ces 20 dernières années, surtout. Et en science-fiction, il y avait Soon chez Dargaud, c'est ça ? Absolument. Soon, donc ça, c'est vraiment de l'anticipation. C'est-à-dire que c'est de la science-fiction, mais c'est pas du space opéra. Il n'y a pas de vaisseau de partout, il n'y a pas de sabre laser. On retrouve pas tout ça, même si c'est de saison. C'est les auteurs, Benjamin Adam et Thomas Cadenne. Benjamin Adam étant le dessinateur et co-scénariste, et Thomas Cadenne, un des deux scénaristes, ont essayé d'imaginer là où allait nous emporter tout ce qu'on est en train de faire en ce moment. Les accords de Paris, tout ça.
Et donc il imagine la planète en 2151. Et la population a été divisée par 10, en gros. Il y a eu 2-3 petits dégâts climatiques, la fécondation, le taux de fécondité en baisse, etc., etc. Et maintenant, la planète est divisée en 7 zones urbaines, où les gens sont obligés de vivre dans ces zones urbaines, et il faut laisser la nature suivre son cours et reprendre ses droits. Et en fait, il va y avoir 2 narrations qui sont très distinctes et qui sont d'ailleurs très visibles quand on feuillette l'album, parce que graphiquement elles sont très différentes l'une de l'autre. Il y en a une qui est en noir et vert, où en gros il va raconter l'histoire l'histoire avec un grand H de la planète. Donc ça va du Big Bang à Copernic, en passant par les premiers pas sur la Lune, et après on rentre dans la fiction et où il imagine tout ce qui a pu arriver par la suite. Et à côté de ça, on suit l'histoire de Yuri et de sa mère. Yuri, c'est un jeune homme qui va apprendre que sa mère, qui est une astronaute, va partir en mission très loin, dont elle reviendra probablement pas. Et donc ça va être les derniers jours qui vont passer ensemble, et ça permet de faire une sorte d'état des lieux de la planète à ce niveau-là. Et moi, ce que j'ai absolument adoré, c'est l'intelligence du récit. En fait, c'est à chaque fois, parce qu'on en lit beaucoup, des trucs qui sont un peu post-apocalyptiques, où on imagine le futur, tout ça. Mais là, il y a une vraie intelligence du propos, et les auteurs se sont attardés à aller en détail sur ce qui aurait pu mener à tout ça. Merci beaucoup. Merci Kevin d'avoir été avec nous, donc libraire en région parisienne, spécialiste de BD. Passez une très bonne fin d'année. Merci à vous. Gérard, quelques idées encore? Oui, j'ai un bouquin qui m'a explosé, c'est le moment de le dire. C'est Valentin Musso, s'appelle Un autre jour au seuil. Alors, Valentin Musso, c'est le frère. Ça, c'est comme les filles les sœurs. C'est très. C'est un excellentissime écrivain de polar. Mais là, il y a des polars, des romans qui vous le font passer dans la classe supérieure. Et avec ce roman, il passe dans la classe des très grands. C'est construit. Alors, vous dites au début, c'est très classique. C'est un jeune architecte, il est marié à une jeune femme. Elle est fatiguée, elle va chez ses parents dans la forêt faire du jogging. Forcément, elle est assassinée. Voilà, il se précipite et on se dit on l'a déjà vu. Puis là, il y a un truc que vous dites, mais l'imprimeur, il a dû se tromper en imprimant le bouquin parce qu'il y a des chapitres là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, cet homme, il a l'impression d'avoir déjà vécu ce qui se passe. Alors, je vais pas vous dévoiler l'histoire parce que tout tient dans justement ce basculement. Mais jusqu'au bout, c'est absolument fascinant. J'ai été baladé. Ah oui, alors ça m'énerve. En plus, il y a un côté, je me dis, mais il me prend. Je déteste le fantastique. Je me dis, mais c'est du fantastique. Or, c'est pas du fantastique du tout. C'est une mécanique absolument. Et j'en ai reparlé avec les clients qui est pareil. C'est-à-dire que les hommes, mais où il veut aller, quoi. Je veux dire, il a oublié qu'il avait déjà écrit ce chapitre. Donc, en changeant, pas du tout. Et vous n'avez l'explication que au bout. Et alors, il y a le nombre de personnages qui peuvent être les assassins, c'est incroyable. Vous avez un beau-père qui est absolument abominable. Et vous avez voilà, c'est indescriptible, c'est une ambiance, il faut le vivre. C'est comme certaines femmes, on peut pas vous les raconter, il faut les vivre. Ou comme certains hommes. Et donc, allez-y. Pour moi, c'est un des grands romans policiers de cette année. Ça s'appelle Un autre jour de Valentin Musso et c'est au seuil. Et c'est pas mal ça. Ça donne envie. Moi, je ne peux pas. Est-ce que je serais ce que je suis si je ne vous parlais pas de livres de cuisine? Dans mes coups de cœur de cette année, il y a eu le livre de Luana Belmondo, Italia Mia, aux éditions du Cherche Midi. Vous la connaissez, Luana. Elle est gourmande, elle est italienne et elle fait la cuisine comme une mama avec des recettes simples, faciles, accessibles à toutes. Et puis elle vous fait voyager dans Rome, qui est sa ville, dans ce livre. Donc je vous le conseille. S'il vous reste encore des cadeaux à acheter, allez-y, Italia Mia. Il y a également le livre de Catherine Roig qui s'appelle SOS Recettes chez Hachette. C'est un petit livre qui vaut 9 €, qui est tout petit. Et Catherine Roig, elle a travaillé au journal Elle s'occupait des pages cuisine et elle a eu l'idée de ce petit livre. Elle recevait des SMS de gens qui disaient j'ai des copains qui viennent ce soir, qu'est-ce que je peux faire? C'est un peu pour vous, Gérard, c'est pour les nuls en cuisine. C'est que ça tient sur une recette, c'est ce qu'elle renvoie par texto. C'est hyper facile, donc je vous le conseille. Et puis évidemment les livres de Jean-François Piège que j'aime beaucoup et qui vont être d'utilité après les fêtes, puisqu'il a publié Zéro Gras. Pas un petit Michalak? C'est de la pâtisserie, donc après les fêtes, non, mais
Zéro gras, qui est un livre qui a cartonné, les 50 recettes de Jean-François Piège sans gras. C'est très facile également, avec des vinaigrettes sans gras. Et puis les tartes pour ceux qui sont un petit peu plus gourmands. Voilà, donc les livres de cuisine, c'est pas mal aussi à mettre. Il reste encore un peu de sapin. Il y avait le soufflé aussi. Il y avait les soufflés, oui. Il y avait... Non, il y a pas mal de livres. Et puis, je vous conseille également le livre Dessert addict de Valentin Nérodo, qui est paru chez Larousse. Il a reçu le prix Procope, donc décerné par un éminent jury de spécialistes. Et ce sont 35 desserts aux fruits. Il n'y a pas beaucoup de sucre, donc ça, c'est bien. C'est un ancien apprenti de Michel Guérard. Donc, en fait, c'est des recettes qui sont incontournables et qui donnent en 2 versions. La version traditionnelle pour vous, Gérard, qui est mince et svelte, et puis la version un petit peu plus allégée. Voilà. J'espère qu'on vous a donné plein d'idées encore de livres. Merci à nos libraires. Merci à vous, Gérard, également d'avoir été là. Je vous en prie. Et très bonne fin d'année à tous sur Sud Radio. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.